vous êtes connecté. Le chlordécone ou la chlordécone, c'est quand même quelque chose qui nous préoccupe tous, hein, surtout à la Martinique. Et il était intéressant qu'on puisse voir, hein, si c'était possible, une détoxification. Merci à Dr Jospélage de prendre le temps de nous expliquer, de partager avec nous toutes ses connaissances sur la chlordécone. C'est là ou là? Peu importe, c'est comme les humains. Ça a été là pendant longtemps et puis un jour on nous a dit que c'était une cétone, c'est là. Bon, enfin peu importe, hein, qu'on dit l'un ou l'autre, l'essentiel, c'est pas ça qui est essentiel. Oui, j'ai voulu proposer cette vision parce que nous avons eu un congrès à l'AMSES, le 4e congrès en 2021 avec le professeur Félichel et qui nous a fait part d'une expérience qu'il a faite à Nice avec la dioxine, d'autres organochlorés, d'autres pesticides, de désintoxication des gens, parce que surtout à la veille d'une grossesse, et surtout les personnes qui étaient en surpoids ou en obésité, qui stockent ces toxines dans leur graisse. Et il nous a dit, mais en fait, pourquoi vous n'auriez pas essayé de vous en inspirer pour le chlordécone? On a quand même pas mal de données sur le chlordécone du fait de l'expérience de détoxication massive qui a eu lieu en Virginie en 1975, où ils ont utilisé du Questran pour essayer de rapidement faire arrêter les manifestations neurologiques du chlordécone. Et voilà, il nous a dit, voilà un petit peu l'état des lieux des choses que l'on sait. C'est pas quelque chose de mirobolant, de merveilleux, mais par rapport à des intoxications comme le mercure ou le plomb où on est vraiment démunis, on peut dire qu'on peut quand même donner un peu d'espoir aux patients, en sachant que l'arrêt total du chlordécone, c'est déjà une détoxification, puisque le chlordécone s'élimine spontanément. Donc c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. J'ai reçu les questions qui sont vos préoccupations majeures, qui sont affichées là. Qu'est-ce que la détoxification? Quel intérêt? Le principe de fonctionnement? Comment se fait la détoxification? Et est-ce prouvé scientifiquement? Alors, je vous ai mis mes quelques références bibliographiques, mais je suis vraiment fort heureusement étonnée de voir qu'il y a énormément de documents sur le chlordécone. Quand on va sur PubMed ou Medline, on se rend compte qu'il y a beaucoup de travaux qui ont été faits sur cette molécule, qui datent beaucoup, la plupart de 78-80, mais jusqu'à aujourd'hui, avec cette cohorte qui existe en Guadeloupe, la cohorte qui a fait Carlupostat, qui a fait Timoun, on est arrivé à découvrir quand même un certain nombre de choses importantes sur cette molécule, qui reste parmi les pesticides une des plus connues, et surtout une des plus connues chez l'homme. Hein, parce que beaucoup de pesticides ont été testés chez l'animal avec une extrapolation chez l'homme, mais finalement le chlordécone, du fait de cet accident qui a eu en Virginie, nous a donné énormément de données, de références sur l'action de cette molécule chez l'homme. Donc je vous ai mis les références auxquelles sur lesquelles je me suis appuyée pour travailler ce dossier-là d'aujourd'hui. Et surtout montrer que le chlordécone c'est un polluant, un organochloré qui a une action surtout in utero, c'est-à-dire qui va impacter les générations futures. Et c'est pour ça qu'il faut absolument s'atteler à trouver des solutions pour libérer les gens de ce toxique. Alors voilà ce que je vous propose comme plan pour cet exposé. On va rappeler rapidement ce que c'est un toxique et une détoxification, parce que finalement on rentre dans la toxicologie. Pourquoi le chlordécone c'est un toxique? Quelle est sa toxicité? Comment l'organisme se débarrasse spontanément des xénobiotiques comme le chlordécone? Et puis qu'est-ce qu'on peut faire un petit peu plus pour accélérer cette désintoxication? Alors, la toxicologie, donc ce sont les choses qu'on a vues pendant les études de médecine, donc on va aller très rapidement. Un toxique, c'est un produit qui provoque une intoxication. Ça paraît une palissade, mais en fait, c'est sûr que c'est un produit qui n'est pas un produit naturel de notre organisme. Le xénobiotique, c'est une substance étrangère qui peut provoquer des troubles plus ou moins importants. Donc, le chlordécone, c'est un toxique. Le xénobiotique, c'est souvent les pesticides qu'on appelle xénobiotiques, c'est-à-dire des choses que l'on apporte à notre organisme
et qui sont étrangers. Ce n'est pas un composant naturel. Et on parle de poison dès lors que ce toxique peut entraîner la mort. Donc nous sommes tout à fait dans ce cadre-là où on a un xénobiotique qui potentiellement peut donner la mort puisqu'il peut être responsable de cancer de la prostate ou de myélome, donc un poison, si bien que les gens parlent d'intoxication ou d'empoisonnement. Alors, les notions de toxicité aiguë, subaiguë ou chronique, on les a tous. Nous sommes en Martinique plutôt dans une situation d'intoxication chronique puisque les aliments étant contaminés, les gens se contaminent en permanence. L'intoxication dure plus que 3 mois. Et on n'est pas dans la situation qui a eu lieu en Virginie, d'intoxication massive aiguë de l'usine de fabrication du chlordécone. On avait quand même des doses de toxiques qui étaient de l'ordre de 100 à 1000 fois plus importantes que ce que nous voyons en ce moment. Alors, la fiche toxicologique du chlordécone que l'on retrouve sur le site de l'INRS, c'est-à-dire l'institut qui gère toutes les maladies professionnelles, montre que le chlordécone fait partie des toxiques. C'est le numéro 2. Ce n'est pas des très toxiques, mais, et ça, on le sait depuis toujours. C'est un produit qui est toxique. Je vous ai mis là le glyphosate pour voir en comparaison la fiche toxicologique du glyphosate. On n'a pas cet indicatif, cette icône de toxicité. On l'a pour le paraquat. Hein? C'est un toxique, c'est tout le monde, enfin ceux qui ont utilisé, qui ont connu la période du paraquat se souviennent des nombreux décès qu'il y a eu avec le paraquat, et ça c'était des décès extrêmement rapides parce que c'était un produit qui était dangereux neurologiquement, qui entraînait des morts très rapides et qui s'éliminait très rapidement. La deuxième chose qu'il faut retenir de cette comparaison, c'est que le glyphosate s'élimine très vite. Parce que beaucoup de gens vous disent, relativisent la gravité du chlordécone en disant oui, mais on a tous des pesticides, des polluants, on est tous contaminés par différentes choses. Le glyphosate n'a pas du tout la même gravité que le chlordécone. D'abord parce qu'effectivement, ce n'est pas un organochloré, c'est un organophosphoré qui s'élimine de l'organisme rapidement et qu'une fois qu'on arrête, on n'a pas cette toxicité chronique qu'on aura avec le chlordécone. Le paraquat est plus dangereux, mais il s'élimine également très rapidement de l'organisme. Une fois qu'on les emmène en réanimation, on peut espérer une élimination relativement rapide. En Virginie, les 100 ou 150 ouvriers qui ont été contaminés, on a mis 5-7 ans à les décontaminer. Hein, ce n'est pas du tout le même ordre de grandeur. Le glyphosate, c'est en heures, ça se calcule. Le paraquat, c'est en heures. Et le chlordécone, c'est en mois. En mois et en années. Hein. Alors, qu'est-ce qui fait la dangerosité d'un toxique? En général, ce sont les organes sous lesquels les organes ciblent, en particulier les organes nobles comme le cœur, comme le cerveau. Et également, on évalue la toxicité d'un toxique à la pénétration des barrières naturelles, la barrière hémato-encéphalique qui lui permet d'accéder au cerveau, la barrière placentaire et la barrière cellulaire, hein, la paroi des capillaires. On verra que le chlordécone, il franchit toutes ces barrières. Donc le chlordécone, ce n'est pas un toxique comme les autres, c'est un toxique dangereux, redoutable, parce qu'il est lipophile. Le paraquat est hydrophile. Il diffuse de ce fait dans tous les organes. C'est un polluant organique persistant, on verra la définition, un perturbateur endocrinien. Il a une action épigénétique que l'on découvre de plus en plus, c'est-à-dire qu'il met en danger les générations à venir. Et il peut avoir aussi une action à distance qui peut se manifester plusieurs années après la contamination. Et puis il y a des personnes qui sont plus sensibles que d'autres, tout ça on le verra également. Alors, le fait que c'est un organochloré lipophile lui permet de pénétrer dans les différentes cellules. Il se stocke dans la graisse et il se stocke dans le foie. Mais le stockage dans la graisse, c'est un piège parce qu'à la moindre occasion où la graisse est mobilisée, lors d'un amaigrissement, lors d'une maladie, on se rend compte qu'il y a un relargage à petite dose. Et du fait de ce relargage à petite dose, il peut atteindre toutes les cellules. Donc le stockage en graisse, c'est une fausse sécurité, c'est une sécurité en aigu, mais qui ne met pas à l'abri du tout d'un relargage secondaire à petite dose avec des effets secondaires, en particulier sur le cerveau.
Il traverse la barrière placentaire, ça on le sait depuis qu'on a fait les études de Timoun. On a fait le dosage au cordon du chlordécone et on s'est rendu compte que 60% des femmes enceintes qui avaient un taux positif ont accouché d'un nourrisson dont le taux au cordon était positif. Donc on peut dire que pratiquement plus qu'une fois sur deux, il y a un passage placentaire. Et il y a un passage dans le lait maternel par rapport à justement ces personnes qui étaient contaminées in utero, on avait 40% à peu près de passage dans le lait maternel. C'est un polluant organique persistant. La définition des polluants organiques persistants date de la Convention de Stockholm en 2001, 22 mai 2001, qui a été ratifiée par plusieurs pays, dont la France. Il s'agit d'identifier les molécules les plus dangereuses de la planète. C'est pour ça qu'il faut aussi refuser l'idée que le chlordécone, c'est comme tous les autres toxiques, on a tous des toxiques dans le sang. Ils avaient identifié 12 molécules les plus dangereuses de la planète, les 12 vilains, comme ils les appelaient, les 12 salopards. Et alors, à cette époque, en 2001, il y avait le Mirex, qui est un produit qui est fabriqué à base de chlordécone, qui comprend, je crois, 5% de chlordécone. Et ensuite, en 2009, on a ajouté spécifiquement le chlordécone. Donc, le chlordécone fait partie des 15 molécules les plus dangereuses de la planète. Hein, donc, ce n'est pas un toxique comme les autres. Le glyphosate, ce n'est pas le cas. Le paraquat, ce n'est pas le cas. Hein. Et donc, cette convention obligeait les pays signataires à éradiquer et la fabrication et la circulation de ces molécules de façon définitive. Le chlordécone est interdit. Bon, il était interdit d'utilisation en 1993, mais il est interdit totalement de commercialisation depuis 2011. Hein. Alors, un polluant organique persistant, une des caractéristiques, c'est qu'il s'accumule tout au long de la vie. Il s'accumule dans l'organisme, il persiste longtemps dans l'environnement et son élimination est extrêmement lente. Le chlordécone, c'est aussi un perturbateur endocrinien, on le verra là tout à l'heure, et on verra que c'est un produit lipophile. Alors, un polluant organique persistant, il s'accumule et à chaque passage du végétal dans la chaîne alimentaire, du végétal à l'homme, il s'accumule et il se concentre. Il y a une bioaccumulation, il y a une bioconcentration et une biomagnification, c'est-à-dire sa toxicité augmente du végétal à l'homme. Hein. Et cette toxicité, entre la toxicité au niveau des plantes, au niveau des animaux terrestres et celle de l'homme, on peut se retrouver à un facteur qui peut être de 10 000 fois plus toxique. Le fœtus, on ne l'a pas mis sur le schéma, mais le fœtus est en bout de chaîne et finalement, il bioconcentre, il biomagnifie et c'est lui qui paie le plus lourd tribut, le fœtus humain, qui paie le plus lourd tribut au chlordécone. La dangerosité d'un toxique, c'est lié aussi à la dose. C'est depuis Paracels, on considère qu'un toxique est d'autant plus dangereux qu'il est beaucoup plus concentré. Cette relation dose-effet et la toxicité commence à un certain niveau. C'est la zone, il y a toute une zone non toxique où le toxique n'a aucun effet. À partir de cette zone non toxique, la toxicité augmente de plus en plus au fur et à mesure que la concentration augmente. Alors ça, c'était le schéma habituel des toxiques, de la toxicologie, qui a régné pendant Paracels, c'est le XVIe siècle. Mais en 1991, on s'est rendu compte qu'il y avait des toxiques environnementaux qui n'agissaient pas selon le même mécanisme dose-réponse, mais qui pouvaient avoir une toxicité aussi importante quand on regarde cette courbe en nu. La toxicité, le niveau en abscisse, vous avez la quantité de chlordécone, enfin le toxique, et en ordonnée, on a les effets. Et on se rend compte que tout proche de zéro, c'est-à-dire tout proche de la ligne verticale zéro, le niveau de toxicité est pratiquement aussi important que quand on se retrouve à des taux qui sont extrêmement importants. C'est-à-dire qu'on ne peut pas appliquer la relation dose-effet classique de Paracels à un perturbateur endocrinien. Les perturbateurs endocriniens ne sont pas
dose-dépendants sont chronodépendants, c'est-à-dire ils agissent surtout à certaines périodes de la vie. Cette courbe, c'est la courbe pratiquement typique de perturbateurs endocriniens. Il y en a d'autres, mais tous, ils vous montrent que finalement, on ne peut pas du tout faire de relation monotone entre la dose et la toxicité. Les très petites doses peuvent entraîner des effets qui sont aussi importants que les faibles doses. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas dire aux gens qui ont une chlordéconémie très basse qu'ils sont sans danger. On a proposé une valeur toxicologique de 0,4 microgrammes par litre de chlordécone en faisant penser à la population qu'au-deçà de 0,4, il n'y avait pas de risque. On se rend compte que pour un perturbateur endocrinien, c'est totalement faux. Et il y a de multiples documents sur les perturbateurs endocriniens qui montrent qu'il n'y a pas du tout, on ne peut pas appliquer cette relation dose-effet à un perturbateur endocrinien. Donc cette valeur toxicologique de référence interne de gestion du chlordécone, elle est complètement non opérante. Il n'y a pas pratiquement de dose sans danger, la seule dose sans danger, c'est 0. Ici, bon, c'est un schéma que j'ai trouvé intéressant qui parle des perturbateurs endocriniens en général et qui vous met en comparaison l'action d'une hormone naturelle sur la gauche et l'action d'un perturbateur endocrinien. EDCA, c'est endocrine disruptor. C'est le perturbateur endocrinien. On voit que quand on a une hormone naturelle, la zone blanche, c'est tout le pourcentage d'hormones qui est pratiquement inactif. La zone grise, c'est le pourcentage d'hormones qui est biodisponible, qui est disponible mais qui peut être mobilisé en cas de besoin, mais qui n'est pas utilisé en permanence. Et la zone noire, c'est la zone libre, c'est-à-dire c'est la quantité d'hormones qui est effectivement en circulation et efficace. Quand on a un perturbateur endocrinien, déjà vous n'avez pas de zone inactive, il est à 100% actif, soit en pourcentage noir très libre, beaucoup plus que l'hormone naturelle, et biodisponible, le gris, il est pratiquement aussi important que l'hormone naturelle. C'est-à-dire qu'entre un perturbateur endocrinien et une hormone, vous avez une agressivité qui est beaucoup plus grande. Une agressivité qui est beaucoup plus grande à dose égale. Et le petit schéma en dessous vous montre que les toutes premières doses de perturbateurs endocriniens mobilisent le carré jaune, pratiquement presque tous les récepteurs, 50% des récepteurs, autant que les fortes doses, c'est-à-dire le bout de la courbe vers la ligne rouge, qui vont mobiliser 10-15% des récepteurs. C'est-à-dire un perturbateur endocrinien est efficace d'emblée. Il est efficace d'emblée à toute petite dose, parce qu'il agit, il mobilise les récepteurs, parce qu'il n'a pas de pourcentage lié à l'albumine, donc inactif, et que la petite dose est peut-être beaucoup plus agressive pour les récepteurs que la très forte dose. Ils sont disponibles à 100%. Alors, bon, là, ça n'a pas un intérêt très important, simplement montrer qu'effectivement, il s'inscrit dans les récepteurs des androgènes et surtout qu'il mobilise le cytochrome P450, qui est une des enzymes qui va intervenir dans le métabolisme de la plupart des médicaments. C'est-à-dire que le chlordécone, il a une affinité pour le cytochrome P450, qui fait que quand on a du chlordécone dans l'organisme, l'efficacité des médicaments que le patient peut prendre en même temps, tous les médicaments qui vont avoir besoin du cytochrome P450 pour leur métabolisme, pour l'élimination, vont avoir une activité moindre. C'est important parce que ce cytochrome P450, je pense par exemple à certains antiépileptiques, comme le Tegretol, qui sont beaucoup utilisés, qui utilisent beaucoup il y a certains aussi antiépileptiques, certains antibiotiques comme les macrolides, qui ont un métabolisme surtout hépatique, qui utilisent beaucoup le cytochrome P450 et dont l'activité peut être amoindrie par la présence de chlordécone. Le chlordécone est perturbateur thyroïdien,
Hein, ça a été prouvé là, par un certain nombre d'études récemment, c'est-à-dire qu'il peut entraîner. Alors, on pense que son action sur la thyroïde vient du fait que l'hormone thyroïdienne, c'est une hormone qui a 3 ou 4 halogènes iode, c'est-à-dire valence d'iode, et le chlordécone a 10 atomes de chlore, et qu'il peut y avoir une saturation de l'hormone de la tyrosine par les atomes de chlore au lieu des atomes d'iode, et c'est le mécanisme de la perturbation thyroïdienne. C'est-à-dire on voit ce mécanisme aussi avec un certain nombre de plastiques, les perfluorés, où le l'ion fluor remplace l'ion iode, ou les perbromés. Et le chlordécone a ce même type de mécanisme de saturer le noyau de tyrosine de l'hormone thyroïdienne et d'empêcher l'implantation des atomes d'iode. Et ça, je pense que c'est tout un champ de réflexion qu'on devrait avoir parce qu'on a énormément de nodules thyroïdiens, de dysthyroïdie, de quelques cancers de la thyroïde aux Antilles que l'on traite sans regarder peut-être le taux de chlordécone, alors que peut-être que si on essayait de décontaminer les gens, on arriverait mieux à équilibrer leur thyroïde. Alors, un perturbateur endocrinien n'est pas dose-dépendant, mais il est chronodépendant, c'est-à-dire il y a des périodes de la vie où il est beaucoup plus agressif, où les gens sont beaucoup plus vulnérables. Ces périodes, c'est la grossesse, la petite enfance, il y a également l'adolescence et il y a la vieillesse. Il a comme particularité également, ça a été prouvé chez les animaux, de se transmettre sur plusieurs générations. On s'est rendu compte que le cancer de la prostate chez les rats induit par le chlordécone pouvait se reproduire sur 3 générations. 7% de modification épigénétique se retrouve à la 3e génération après exposition des rats au chlordécone pendant la gestation. Et d'ailleurs, on s'est penché sur le cancer de la prostate lié au chlordécone parce qu'on a trouvé dans les bananeraies des cancers de la prostate chez les rats. On n'a pas trouvé chez les ouvriers qui ont travaillé de 72 à 93, il n'y avait pas de surincidence du cancer de la prostate chez eux, mais il y a eu une incidence tellement importante du cancer de la prostate chez les rats, les bananeraies, qu'on s'est penché sur la question, et on pense que c'est les rats de la 2e génération. La génération des ouvriers n'a peut-être pas été touchée par le cancer de la prostate, mais les ouvrières agricoles qui étaient enceintes entre 72 et 93 ont donné naissance à des garçons qui, à 40 ans, font un cancer de la prostate. Et c'est peut-être pour ça qu'on a un rajeunissement du cancer de la prostate et que ce cancer va se voir de plus en plus chez les hommes jeunes. C'est une contamination in utero. Voilà, l'effet transgénérationnel également sur le sperme. Les cellules souches germinales qui peuvent se manifester à la 3e génération et qui vont impacter la fertilité dans le long terme. Le chlordécone est un toxique cancérigène, alors on a beaucoup discuté dessus, est-il cancérigène, est-il cancérogène, est-il cancérigène? Finalement, le Centre international de recherche contre le cancer l'a classé cancérigène 2B, c'est-à-dire cancérigène probable, parce qu'on n'arrivait pas à prouver qu'il entraînait des mutations, qu'il n'était pas génotoxique, qu'il n'entraînait pas de mutation génétique, mais qu'il entraînait une promotion et une progression du cancer. Mais la question, et là je ne sais pas si on voit très bien, les courbes, on se rend compte que par rapport à la métropole, le cancer de la prostate, ce sont tous les cancers, les incidences de tous les cancers, les comparaisons entre la Martinique et la métropole, on se rend compte que la prostate, l'incidence du cancer, bon, ça c'est déjà des données assez anciennes, mais je n'ai pas trouvé cette même courbe avec des données récentes. Pour une incidence de 150, en France, on était à une incidence de 80. Là, aujourd'hui, l'incidence standardisée doit être plutôt autour de 210 ou 220. Hein? Et le myélome, qui aussi, auquel on ne prête pas forcément beaucoup d'attention, on se rend compte que déjà, pendant ces années 2000-2005, on avait une incidence du myélome de 7,3, alors qu'en France métropolitaine, on était à 4,2. Alors, à gauche, c'est l'homme et à droite, c'est les femmes, mais c'est à peu près les mêmes choses. Donc, myélome et cancer de la prostate, ce sont les deux
cancers qui sont les plus susceptibles d'être liés au chlordécone. On avait retrouvé chez les animaux le cancer du foie. On n'a jamais retrouvé le cancer du foie lié au chlordécone chez l'homme. Mais ça a été classé cancérigène possible à cause du cancer du foie. Là maintenant, c'est le taux de mortalité comparé et on se rend compte que la mortalité par le cancer de la prostate à l'époque était de 27 pour 1000, alors qu'elle était de 13 pour 1000 en France hexagonale. Hein. Et la même chose pour l'agressivité du myélome, qui était de 3,8 pour 1000, alors qu'elle était de 2,2. Donc on avait des cancers qui étaient différents par leur incidence et par leur agressivité. Bon, là, tout ça, j'ai remis, mais vous le connaissez par cœur, l'incidence du cancer en Guadeloupe et en Martinique. On voit que là, c'est la Guadeloupe et la Martinique qui ont des cancers les cancers de la prostate les plus nombreux au monde. Et même par rapport à la Caraïbe, on se rend compte que l'incidence moyenne au niveau de la Caraïbe, c'est 71, alors qu'en Guadeloupe, on est à 186. Hein? Quand on dit que c'est lié à l'origine subsaharienne, je pense que ce n'est pas forcément très très juste. Moi, je pense qu'il y a une origine épigénétique, mais qui n'est pas subsaharienne, parce qu'on a quand même un différentiel par rapport à la Caraïbe moyenne de pratiquement 1,5. Hein? Voilà. Et sur la courbe de droite, pour le cancer de la prostate et la mortalité, on voit que la petite pointe qui émerge, c'est celle de la Martinique. Donc on sait qu'au niveau de l'incidence de l'épidémiologie, on a une surincidence en Guadeloupe et en Martinique, même si la relation épidémiologique, ce n'est pas la relation causale, mais c'est quand même un point assez important. Et dans la mesure où à Carou prostate, on a trouvé une relation dose-effet, plus on a de chlordécone, plus le risque de cancer de la prostate est important, on approche petit à petit de la démonstration du lien de causalité. Alors pourquoi il faut désintoxiquer? J'ai répondu aux questions. Mais parce que c'est un toxique, parce qu'il y a une part importante de la population qui est intoxiquée, hein, et qu'on ne peut pas. Un médecin qui reçoit sa patientèle, eh bien, il peut considérer que 9 patients sur 10 auront un taux plus ou moins important de chlordécone dont il faudra tenir compte dans la prescription des médicaments et dans l'analyse aussi de l'origine de certaines pathologies. Voilà. Donc, instaurer un traitement pour essayer de faire éliminer ce toxique, c'est un objectif qui est relativement raisonnable. Alors, on peut partir du métabolisme du chlordécone, qui est de plus en plus connu. C'est le procédé métabolique de pratiquement la plupart des xénobiotiques. Quand un corps étranger, un xénobiotique, que ce soit un médicament, que ce soit un pesticide, est introduit dans l'organisme, il y a 2 voies d'élimination, c'est le foie et le rein. La plupart des xénobiotiques sont éliminés par le foie. Les xénobiotiques organochlorés sont lipophiles. Pour qu'ils puissent être éliminés de l'organisme, il faut qu'ils deviennent hydrophiles afin d'être transportés par les protéines porteuses et éliminés par le rein ou par les selles. Donc ils passent de l'état lipophile à l'état hydrophile, et pour passer de l'état lipophile à l'état hydrophile, il y a une hydroxydation et une conjugaison. Et le chlordécone, c'est la même chose. Le chlordécone est transformé en chlordécone-alcool dans le foie. Après avoir été transformé en chlordécone-alcool, il est glucuroconjugué au niveau toujours du foie. C'est la phase 2 de la désintoxication qui va lui permettre d'être hydrophile et d'être transporté par les protéines vers le foie et vers la bile. Donc cette réduction en chlordécone-alcool se fait grâce à une enzyme qu'on appelle la chlordécone réductase, et on se rend compte qu'il y a un polymorphisme génétique. Là-dessus, il y a un certain nombre de personnes qui ont une production de chlordécone réductase affaiblie. C'est peut-être eux qui sont beaucoup plus sensibles qui risquent le plus d'avoir des complications comme le cancer de la prostate. Cette chlordécone réductase agit également grâce au cytochrome P450, dont je vous parlais tout à l'heure. Mais ce qui est intéressant de voir dans ce schéma de désintoxication, ce sont tous les cofacteurs, c'est sur ça qu'on va reposer la détoxification. C'est-à-dire que pour que cette étape de détoxification se fasse,
il y a un certain nombre de nutriments qui sont nécessaires. Ces nutriments, c'est l'acide folique, c'est le glutathion, c'est les antioxydants. Et c'est grâce à tous ces nutriments qu'on pourra permettre le passage de l'état lipophile à l'état hydrophile. Et c'est sur ça que va reposer la proposition de détoxification, enrichir l'organisme en tous ces nutriments de façon à faciliter la réduction dans cette première étape, et ensuite on verra dans la deuxième étape la conjugaison. La phase de conjugaison donc, se fait également grâce à l'apport d'un certain nombre de nutriments. Je vous ai mis les plus importants, mais je pense que vous aurez le diaporama, vous allez regarder en détail, dont un certain nombre d'acides aminés, vitamines, thymine, thymine, et des antioxydants comme le coenzyme Q10 et le zinc, le magnésium. Donc l'idée d'accélérer la désintoxication consiste à apporter tous les nutriments, comme pour toutes les désintoxications, tous les nutriments dont l'organisme a besoin pour pouvoir franchir ces différentes étapes. Donc une fois qu'il est glucuroconjugué, il arrive dans le foie. Et dans le foie, il y a une étape qui est particulièrement importante. Dans le foie, la vésicule biliaire, il descend dans l'intestin. Et on se rend compte que le taux de chlordécone que l'on trouve au niveau de la bile n'est pas le même que l'on trouve au niveau de l'intestin. C'est-à-dire il y a à peu près 10% seulement du chlordécone qui arrive à la lumière intestinale qui est éliminé dans les fesses. Finalement, pourquoi? C'est parce qu'il y a un cycle entérohépatique. C'est-à-dire, comme le cholestérol, le cycle entérohépatique, c'est le cycle du cholestérol qui permet de préserver le cholestérol. Une bonne partie de ce chlordécone est repris par la veine porte et retourne dans la circulation hépatique. Et c'est ce qui fait une des gravités du chlordécone, c'est ce cycle entérohépatique qui empêche l'élimination par les fesses, alors que cette élimination pouvait être rapide. Alors, une fois qu'il est glucuroconjugué, il n'est pas réabsorbé par la veine porte, mais dans l'intestin, un certain nombre de microbiotes, de microbes qui se trouvent dans la lumière intestinale, le repolarisent, le reconjuguent, et c'est parce qu'il est reconjugué, repolarisé, qu'il est repris par la veine porte. Donc tout l'objectif, c'est d'essayer d'arriver à intervenir dans cette phase où le produit normalement conjugué devrait être éliminé dans l'intestin, mais qu'il n'est pas éliminé parce que la flore intestinale le reconjugue, le déconjugue et le fait reprendre par la veine porte. Alors, je n'ai pas pu avoir le professeur Rizière, mais il avait un projet qui a démarré en janvier, de janvier à juin, justement d'intervenir au niveau de cette flore intestinale. L'administration de probiotiques qui permettrait d'empêcher la déconjugaison et la réabsorption par le cycle entérohépatique. C'était le projet. Celui dont je vais vous parler, c'est bloquer cette reprise du cycle entérohépatique par le questron. Mais il y a ces deux possibilités. Je pense que dans les années à venir, on arrivera peut-être à trouver quel est le probiotique, quel est le microbe qui permettra d'empêcher cette déconjugaison. Donc le chlordécone est éliminé très lentement et on considère que, ce sont les données qu'on a de Virginie, que l'excrétion quotidienne de chlordécone est à peu près de 0,6% chaque jour, hein, et seulement 5 à 10% est excrété dans la lumière, se retrouve dans les CSS. C'est ce que je vous disais à cause du cycle entérohépatique. Donc on peut retenir que 0,6% d'élimination quotidienne. Hein. Alors, comment accélérer donc cette contamination, cette élimination? C'est ça l'objectif. Là, je vous ai mis à gauche la demi-vie, hein, cette notion de demi-vie. Quand on parle de demi-vie d'un produit, c'est la quantité de produit qui est éliminé, le temps nécessaire pour que la moitié du stock de ce produit soit éliminé. Là, on voit sur la courbe de gauche la demi-vie, c'est-à-dire le taux 50, et
le temps de demi-vie correspond au temps où le stock est diminué de moitié. C'est-à-dire que si on parle d'un stock, parce que souvent les gens ont une incompréhension par rapport à cette demi-vie, quand on dit que la demi-vie est de 165 jours et que l'élimination totale, il faut compter 10 fois 165 jours, il y a quelque chose qui ne passe pas toujours très bien. Donc, au bout de 165 jours, c'est-à-dire globalement de 6 mois, la moitié du stock a diminué, c'est-à-dire si on parle d'un stock de 1, on a 0,5 au bout de 6 mois. Les 6 mois suivants, on a la moitié du stock, c'est-à-dire 0,25. Les 6 mois d'après, la moitié du stock, c'est-à-dire 0,125, etc. Hein? Et c'est pourquoi, quand on a une demi-vie de 1, l'élimination totale, elle est globalement de 8 à 10. Hein? Si on a un temps de 6 mois pour la demi-vie, l'élimination totale va être à peu près de 60 mois. Alors, au bout de 5 demi-vies, on a éliminé 97% à peu près, et puis le reste est beaucoup plus lent. Là, on a quelques courbes qui ont montré un petit peu qui ont schématisé la demi-vie en fonction du taux, mais on arrive toujours, avec un taux d'épuration quotidienne à 0,6%, on arrive toujours à une élimination autour de 3-4 ans. Il faut compter, en Virginie, ils avaient eu 5-7 ans. Alors, à qui on peut proposer cette désintoxication? Eh bien, il faut la proposer à toute personne, quel que soit le taux, parce qu'on a vu qu'il n'y a pas de taux protecteur, il n'y a pas c'est pas le taux qui est important. Une femme enceinte, quand elle a 0,01, elle est en danger. Elle est en danger, un enfant en bas âge est en danger, un enfant adolescent est en danger, une personne âgée est en danger, avec un taux très très bas. Alors, c'est quoi la chlordécodémie? On va proposer cette désintoxication à toute personne qui vient avec une chlordécodémie positive. Là, je vous ai mis le dernier résultat qu'on a eu avec les plans chlordécone, parce que bon, beaucoup de personnes ont demandé leur chlordécodémie, je crois qu'on est à 5 ou 6 000 personnes, et on s'est rendu compte que 67% des personnes qui avaient demandé la chlordécodémie avaient un taux positif. Et parmi eux, il y avait des gens qui avaient 68 microgrammes. Le taux, la limite de détection, c'est 0,02, c'est-à-dire qu'ils se retrouvaient à quoi? Ça fait 200 fois plus. La limite c'est positif à 0,02, il y en a qui avaient 68 et qui sont dans la nature, hein, qui ne se plaignent de rien. Ils ont 68 microgrammes de chlordécone. Hein, j'ai voulu vous mettre ça pour montrer que c'est pas quelque chose qui va être rare dans une patientèle de tomber sur une chlordécodémie positive. Alors donc, comment ça se passe cette chlordécodémie? La personne ingère à un moment X, disons à midi, un aliment qui est contaminé par du chlordécone. Son taux de chlordécodémie va monter tout de suite, puisque la pénétration, l'absorption de chlordécone par le tractus gastro-intestinal, elle est très rapide. Ça va monter très très vite, mais comme il y aura une rediffusion du chlordécone dans tous les tissus, le taux va diminuer également. Il va diminuer dans les jours qui viennent. Donc on aura un pic et une diminution, parce que ça diffuse dans tous les tissus, et qu'on ne dose que le taux sanguin. Le taux sanguin, c'est à peu près 1/10 de la charge corporelle totale. Donc on a un pic qui correspond à la pénétration dans les heures qui viennent, à l'absorption, et puis ensuite une diminution. On a une courbe à peu près comme celle que vous voyez à côté. Je me suis beaucoup inspirée de pour vous présenter ça, parce que je pense que c'est important de pouvoir analyser le taux de chlordécone quand on est devant le résultat, de quelque chose qui est paru là récemment, il y a peut-être en 2022, qui a été co-signé par un certain nombre de personnes qui ont travaillé beaucoup sur le chlordécone et qui ont fait des simulations pour voir un petit peu d'élimination du chlordécone. Là, il s'agit de l'élimination après une dose unique. Hein. Après une dose unique, quelqu'un qui est un touriste, par exemple, qui aurait mangé des patates douces et puis de la langouste au restaurant, il n'est pas 600 jours à éliminer son chlordécone, c'est-à-dire plus qu'un an quand même. Hein. Donc, quand il repart chez lui, bon, il aura un sevrage total, mais il ne va pas éliminer tout de suite. Bon, ce sera une petite dose, ce ne sera peut-être pas bien méchant, mais ce ne sera pas une élimination rapide. Hein. Par contre, si dans la situation où nous sommes en Martinique, en Guadeloupe, il y a une consommation régulière, périodique de produits contaminés au chlordécone, avec une élimination de 0,5% seulement par jour, il y a forcément une courbe de cumulation.
Donc, quand on apporte un résultat de chlordécodémie, la question qui se pose, c'est de savoir à quoi correspond cette chlordécodémie. Est-ce que c'est une ingestion unique ou bien est-ce que c'est une ingestion chronique régulière et on n'a pas forcément la réponse. Là, ils ont fait des simulations par rapport aux valeurs toxicologiques qui ont été proposées de 0,04. Alors, la petite ligne en bas en pointillé, c'est la valeur toxicologique de 0,04. Quelqu'un qui consommerait régulièrement chaque semaine des produits contaminés, chaque semaine, c'est pas grand-chose, hein. C'est pas grand-chose, hein. Chaque semaine, des œufs, les poulets, les concombres, eh bien, on se rend compte qu'il arriverait facilement à un taux supérieur à 10 microgrammes de chlordécone. Un taux supérieur à 10 microgrammes et il peut arriver à un taux de 100 microgrammes. La consommation régulière de chlordécone, du fait que l'élimination est extrêmement lente, entraîne facilement un taux assez important. Et ça, c'est le cas des gens qui ont un jardin familial. Un jardin familial sur terre chlordéconée, un jardin familial dont vivent les gens, ils sont à des taux qui sont les taux les plus importants. Et on avait pensé pendant un moment que c'était les ouvriers agricoles qui avaient les taux les plus importants. Ils sont plus importants que la moyenne de la population, mais ceux que les 68 dont on a parlé, c'est les jardins familiaux, ce n'est pas les ouvriers qui ont travaillé dans les bananeraies. Ce sont des gens qui ont acheté des terrains contaminés et qui vivent des produits de leur terre. Alors, la consommation même de produits qui ont des LMR à 20 microgrammes par kilo, c'est-à-dire des produits qu'on nous dit conformes, que l'on va vendre dans les circuits formels, puisque l'idée des plans chlordécone, c'était d'inciter la population à aller plutôt vers les circuits formels, les grandes surfaces, les marchés couverts, où les produits, il y a des contrôles, des temps de contrôle, des temps de surveillance, et que les produits très contaminés sont éliminés de ces points de vente. Mais on se rend compte que même avec des produits de 20 microgrammes, on dépasse les limites de 0,4 qui ont été considérées comme des limites toxiques. Donc finalement, la consommation de chlordécone, elle est susceptible d'intoxiquer la population, et la population s'intoxique au quotidien. Ce n'est pas pour rien que 92% ont du chlordécone. Les produits les plus contributeurs, on sait que c'est le poisson, c'est le poulet, c'est les œufs. Bon, il y a eu un effort considérable de fait pour sortir du marché les produits les plus contaminés, mais finalement, on se rend compte que ce n'est pas forcément toujours évident. Et là, voilà, donc ça, ce sont les simulations qu'ont faites l'équipe de Multinier, montrer que même avec des produits peu contaminés, on dépasse les valeurs de référence de gestion de 0,4. Alors, cette contamination par l'eau, aussi, il faut la prendre en compte. Alors, en Martinique, je pense, d'après ce que nous avons comme données de l'ARS, que nous n'avons pas une eau qui a du chlordécone. C'est-à-dire que si on prend la limite de détection de l'eau de 0,01, c'est-à-dire 1 centième de microgramme par litre, l'eau qui coule dans les robinets de Martinique, elle est inférieure à 0,01 microgramme par litre. À part peut-être quelques personnes à Joupa-Bouillon ou à Basse-Pointe. En 98% de la population a une eau. Par contre, la norme européenne, la directive cadre européenne pour l'eau, elle préconise simplement pour tous les toxiques en général une eau avec 0,1, c'est-à-dire 10 fois plus. La Guadeloupe, elle a une eau à 0,1, parce qu'elle respecte simplement la norme européenne. Nous avons la chance en Martinique d'avoir l'usine de Vivé qui a 2 modes de dépollution, le charbon actif et l'ultrafiltration, qui a permis de descendre à un taux 10 fois plus bas. Donc en Martinique, la question de l'eau, pour moi, elle ne se pose pas. La contamination par l'eau ne se pose pas. Il faudrait regarder un peu de plus près au niveau de la Guadeloupe. La contamination peut se faire par l'eau, mais vous voyez qu'effectivement, même avec l'eau, on arrive quand même à dépasser le seuil toxique. Alors, quand on est devant une chlordéconémie, on ne sait pas si la personne elle vient de consommer pour la première fois un toxique, un produit, si elle est consommatrice régulière, ou bien si c'est quelqu'un qui a pris conscience qu'il lui faut essayer de se sauver de chlordécone et qui est dans une courbe descendante. Ça, on le saura, la temporalité
de la contamination, on ne l'a pas forcément. On peut l'avoir en faisant des dosages successifs pendant 6 mois, savoir si elle est dans une pente descendante ou si elle est dans la pente ascendante ou bien si elle est dans un plateau. Mais à la limite, ce n'est pas forcément ça qui est le plus important. Alors, quand on parle de chlordécone positive, pour moi, c'est négatif si on est à 0,02, inférieur à 0,02. Si on est devant un taux inférieur à 0,02, on sait que cette personne, les 3-4 dernières années, n'a pas consommé de produits chlordéconés. Au-delà de 0,02, on sait que cette personne a consommé à un moment X. Donc, on peut aussi faire le taux de chlordécone dans les cheveux, mais dans les cheveux, c'est intéressant parce que ça vous donne la contamination sur les 3 mois. Maintenant, c'est moins disponible que le dosage dans le sang. Hein. Alors, comment éliminer le chlordécone? La première manière pour éliminer le chlordécone, c'est le sevrage total. Avec un sevrage total, automatiquement, on élimine dans le temps, on élimine lentement, on élimine sur 4 ans, mais on élimine puisque on sait que 10% ressortent dans les selles régulièrement et que 0,6%. Donc, la première détoxification, c'est la détoxification naturelle, par les voies naturelles. Et donc, c'est la première étape du traitement qu'il faut proposer. De toute façon, elle est incontournable. Il faut absolument que les gens arrêtent de manger des produits contaminés. Alors, comment on va procéder? On va partir de cette toxicocinétique, c'est-à-dire savoir qu'il y a une élimination naturelle, stimuler le métabolisme hépatique, faciliter l'élimination biliaire, et puis essayer de contourner le cycle entéro-hépatique. Et puis il y aura un deuxième gros problème, c'est le stockage dans les graisses, donc permettre de se libérer du stockage des graisses. Hein. Alors, faciliter le métabolisme hépatique grâce à un apport régulier de cofacteurs et de vitamines, soit d'origine alimentaire, soit d'origine médicamenteuse, guidés par le bilan biologique. Donc, on a vu tous les cofacteurs qui sont importants au métabolisme hépatique, vitamine A, B, C, acide folique, sel minéraux, sélénium. L'idéal étant de faire des dosages de ces cofacteurs avant de prescrire pour compenser les manques. Mais maintenant, on peut trouver des formules plus rapides, des formules qui contiennent tous ces éléments et dans les compléments alimentaires. Il faut trouver un bon équilibre pour ne pas avoir de surdosage de certains facteurs comme le sélénium, comme l'acide folique, et aussi des antioxydants, des vitamines et un certain nombre d'aliments comme les crucifères. Alors, le blocage du cycle entéro-hépatique se fait par les séquestrants d'acide biliaire. Les séquestrants d'acide biliaire empêchent la réabsorption des acides biliaires par l'intestin. Et on les a utilisés en Virginie avec beaucoup de bonheur. Ils ont utilisé sans arrière-pensée, sans appréhension pendant 5 mois. Et ce qui leur a permis d'accélérer l'élimination, de passer de 4 à 2 ans. Hein. Donc la cholestéramine, c'est une résine échangeuse d'ions qui est un séquestrant d'acide biliaire, qui a un effet hypocholestérolément et qui est excrété dans les selles avec les acides biliaires. Elle se présente en sachets de 4 grammes et on donne en général 1 à 3 sachets par jour, avec comme effet secondaire les nausées et les constipations, mais c'est surtout les effets secondaires les plus préoccupants, c'est les troubles de l'absorption des vitamines liposolubles. Et c'est là qu'il faut être relativement prudent. La vitamine A, la vitamine D, la vitamine K, celle qui pose le plus de problèmes, bien entendu, c'est la vitamine K. Alors, je vous ai mis un certain nombre de résultats d'études qui ont été faits sur la cholestéramine. Là, on voit l'expression du chlordécone dans la bile et dans les selles avant l'instauration du traitement par la cholestéramine. On voit en gris dans la bile qu'il y a un taux de chlordécone très important dans la bile, mais le taux qui se retrouve dans les selles est beaucoup plus important, un dixième à peu près. Donc les patients, ce sont les différents 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correspondent aux patients. Maintenant, une fois qu'on a instauré le traitement de cholestéramine, on se rend compte qu'on a l'inverse. On a le taux de chlordécone qui se retrouve dans les selles qui est en gris, qui est beaucoup plus important par rapport aux patients
qui n'ont pas été traités. Donc on sait que effectivement, le castron, la cholestéramine, permet une élimination par les selles du chlordécone, une élimination rapide. Là, il y avait une des études qui a été faite en Virginie sur 22 patients. L'élimination spontanée dans le sang, la demi-vie était de 165 jours. Dans le tissu adipeux, la demi-vie 125 jours. La concentration dans la bile était 10 à 20 fois celle des selles. Et avec la cholestéramine, on a une accélération de l'élimination, une augmentation de l'expression fécale multipliée par 7. Et dans le sang, on s'est retrouvé avec une demi-vie de 80, et dans le tissu adipeux, ce qui est difficile, le tissu adipeux, c'est-à-dire qu'il y a une expression également d'une évacuation du chlordécone du tissu adipeux en 75 jours. Là, c'est encore une expérience. La cholestéramine, c'est la même cholestéramine, mais sous une autre présentation officinale. Voilà, qu'on a utilisé beaucoup dans les hypoprotéinémies, les hypercholestérolémies. C'est encore la même chose, la diminution rapide du chlordécone avec la cholestérinamine. Tout ça, ce sont les mêmes, ce sont des études différentes, mais c'est le même principe. On voit par rapport à un contrôle comment on a par rapport au placebo et par rapport aux gens non traités, comment il y a une diminution qui est pratiquement de 50%. Elle a été utilisée pour d'autres toxines, c'est ce que nous avait expliqué le professeur Fénichel, ils ont utilisé pour la dioxine et les PCB. Voilà. Alors, autre chose qui a été aussi utilisée avec bonheur dans les intoxications au chlordécone, c'est une algue qu'on appelle la chlorella. Et on s'est rendu compte qu'elle facilitait l'élimination intestinale de la chlordécone. Qu'elle facilitait l'élimination intestinale. Il y a également le pot au pied. Donc, un certain nombre d'études ont été faites par rapport à la dioxine et également par rapport au chlordécone. Et on se rend compte que l'élimination avec cette algue qui s'appelle la chlorella est accélérée. La chlorella, c'est une algue qui a été découverte à la fin du 19e siècle, avec une forte concentration de chlorophylle et qui contient ce qu'on a vu là tout à l'heure, tous les éléments qui permettent la détoxification hépatique et les antioxydants. Alors, elle se présente sous forme de sachets, de comprimés. On peut donner 3-4 comprimés par jour pendant 3 mois, avec des contre-indications qui sont celles de la femme enceinte, la femme qui allaite. Elle a fait l'objet de beaucoup d'études, dont celle menée au Japon. Voilà. Elle facilite l'élimination naturelle des toxines. Alors, l'étape la plus délicate, c'est peut-être la vidange du compartiment graisseux. On a vu que la demi-vie dans les graisses, c'est 125 jours. C'est moins que dans le sang, mais avec une difficulté beaucoup plus grande de vider ce compartiment graisseux. Parce que quand on vide ce compartiment graisseux, on relargue de façon massive des toxines dans le sang. Et ces toxines sont censées, une fois relarguées, aller diffuser dans les différents organes. Donc il faut être relativement, enfin, c'est ce que nous expliquait le professeur Fénichel, qui avait eu à désintoxiquer des femmes avant des grossesses, et qui nous ont dit comment c'était délicat, parce que finalement, il s'agit, quand on a une femme avec un projet de grossesse, il faut faire cette désintoxication au moins 2 ans avant. Il nous disait qu'il ne faut surtout pas la faire 2 mois avant la grossesse, parce qu'on aura vraiment une vidange du compartiment graisseux qui peut être totalement délétère pour le fœtus. Il faut le faire 2 mois avant, en étant sûr qu'on a éliminé ces toxines. Mais ça marche très bien. Ça marche très bien et il faut le faire quand on a des personnes, parce que la graisse, c'est un compartiment de stockage, et pendant la grossesse, il y a une mobilisation des graisses des femmes pour justement faire face aux besoins énergétiques de la grossesse et de l'allaitement. Donc forcément, il y aura une vidange graisseuse naturelle pendant la grossesse et l'allaitement, et il faudrait mieux pouvoir faire maigrir les femmes qui sont en surpoids et qui ont un taux de chlordécone important en amont 2-3 ans avant une grossesse. Ça, c'est vraiment le challenge le plus difficile.
Voilà. Quelles conséquences pour les femmes en âge de procréer? Donc ça c'est. Alors ce qu'ils avaient finalement adopté comme processus, c'est la diète yo-yo, c'est-à-dire ne pas faire maigrir d'un seul coup la femme, mais faire maigrir petit à petit, donner un régime restrictif, un jour par semaine, un régime normal, de façon à faire une libération qui soit une libération progressive. Voilà. On procède à un régime de restriction calorique pendant quelques jours et on reprend le régime normal, on redonne le régime de restriction calorique, ce qui permet de contrôler cette libération de toxines dans la circulation générale. Cette diète yo-yo, un jour par semaine, un régime hypocalorique un jour par semaine, et on contrôle la libération du compartiment graisseux pour justement éviter ce relargage massif. Donc c'est pour eux la situation la plus acceptable que le régime drastique. Ce régime drastique peut se concevoir à condition qu'il n'y ait absolument aucun projet de grossesse et aussi qu'il n'y ait pas de pathologie non plus qui puisse se détériorer avec la libération de toxines. Voilà, on arrive à une expression une élimination des toxines beaucoup plus importante donc avec cette diète yo-yo qu'ils appellent yo-yo. Hein. Alors l'olestra, c'est une huile non assimilable, un peu comme l'huile de paraffine, qu'on a utilisée souvent pour faire des frites, des chips, etc., pour limiter l'apport calorique, et qui peut être utilisée à la place des huiles de cuisine habituelles pour justement faciliter l'élimination de tous les produits lipophiles. Alors, parmi les traitements complémentaires, ce sont des choses qui ont été aussi expérimentées. Le mode de cuisson. Alors, on a parlé tout à l'heure la chlorella, mais le pourpier, c'est un antioxydant dont on a également prouvé l'effet hypocholestérolémien, un détoxicant. Il faut inciter la population à manger, quelle que soit la manière dont on la mange, que ce soit naturel, cuite ou au cru. Alors, on s'est rendu compte également qu'un certain nombre de végétaux avaient une action détoxifiante. Tous les noms là qui sont là, ce sont des noms chinois. En fait, souvent, ce sont des végétaux d'Asie. Donc, j'ai essayé de vous retrouver l'équivalent en France. Là, c'est le poivron, c'est le chou-fleur, c'est le chou chinois, c'est les oignons pays, c'est la cive, c'est les épinards, c'est voilà. Donc, tous ces crucifères, ces légumes verts ont une action réelle qui a été prouvée. Bon, l'action est plus ou moins importante. Là, les petits traits noirs, quand ils sont très hauts, ça montre que l'expression c'était pour la dioxine, était importante avec eux. Mais enfin, ils ont une action qui a été prouvée facilitant la désintoxication. Alors, l'olestra, dont je parlais tout à l'heure, qui est un substitut de graisse, qui a l'avantage de faciliter l'élimination des graisses. Alors, autre chose également, le mode de cuisson est important, et le mode de cuisson qui élimine le plus les polluants organiques persistants, c'est l'ébullition. C'est l'ébullition, pas la vapeur, mais l'ébullition. Le deuxième, voilà, la plupart des polluants organiques persistants sont détruits par l'ébullition. Bon, les autres modes de cuisson les détruisent aussi également, mais voilà, concernant notamment le poisson bouilli, c'est peut-être encore ce qu'il y a de mieux quand on a un poisson dont on n'est pas certain de la contamination. Alors le dernier point, c'est la thyroïde. Alors là, ce n'est pas forcément reconnu par tout le monde qu'il faut la protéger, parce qu'on a vu que c'est un perturbateur thyroïdien. Il faut la protéger, et la protéger de façon la plus sécurisée, c'est repérer la carence en iode, dosage iodurie de 24 heures, et repérer cette carence en iode. Cette iodurie doit être supérieure à 100 et supérieure à 150 chez la femme enceinte. Alors, les apports recommandés de d'iode, c'est
Chez le nouveau-né, 40 microgrammes, le nourrisson 90. Chez la femme enceinte, moi je dis, enfin, ce que j'ai appris, c'est 250, mais beaucoup de gens vous disent que c'est 150 simplement suffisent. Voilà. Enfin, l'idée, c'est de savoir que quand un patient a une chlordéconémie positive, il faut surveiller sa thyroïde et le supplémenter en iode, que ce soit des sels iodés de cuisine, que ce soit des compléments alimentaires iodés, et systématiquement chez la femme enceinte, mettre des compléments alimentaires qui ont de l'iode au moins 150. Voilà. Les aliments qui sont riches en iode, bon, je les ai mis là en rappel, hein, c'est les fruits de mer surtout, avec un petit peu les œufs et le fromage, mais c'est surtout les fruits de mer. Alors les sels iodés, alors le sel, il faut vraiment vérifier que le sel est marqué iodé avec un complément en iode, parce que le sel de mer n'est pas forcément iodé. Voilà. Les complexes vitaminiques, donc voilà, la vitamine D. La vitamine D, elle peut se donner aussi en parentéral quand il y a du questron. Et puis, on a eu pendant ce congrès une généticienne qui nous a parlé beaucoup d'épigénétique et qui nous a dit mais l'épigénétique, ce n'est pas une fatalité. C'est-à-dire qu'on peut reprendre le contrôle de son épigénome. C'est-à-dire on avait vécu ça comme vraiment quand on a une tare génétique ou autre, on pense que c'est quelque chose qui est définitif. Elle nous dit mais non, mais tout ça c'est du chimique en fait. C'est du chimique, ce sont des radicaux méthyl, ce sont des radicaux acétyl qui se bloquent, qui se fixent sur l'ADN, qui se fixent sur les histones et qui les empêchent plus ou moins de fonctionner. Donc l'histone, c'est la petite molécule autour de laquelle s'enroule l'ADN et que l'épigénome, finalement, les perturbations épigénétiques, c'est des radicaux méthyl qui se fixent sur cette histone et qui empêchent l'ADN de s'exprimer. Donc finalement, en ayant un certain équilibre alimentaire fait de vitamine A, de zinc, de magnésium, on y revient toujours, on empêche ces radicaux méthyl de bloquer l'ADN. Et il y a une chose que j'ai découverte également, c'est la glycine, qui contrebalance l'excès de méthionine. Cette glycine, c'est ce qui se trouve dans la peau et les os, et j'ai pensé à la soupe de pied de chez nous, finalement, que les parents mangeaient. Finalement, la glycine, on ne la trouve pas beaucoup dans beaucoup d'aliments, à part la peau et les os. Et puis les polyphénols, et c'est toujours pareil, l'épigénome également est amélioré par le ralentissement, la restriction calorique. La restriction calorique ralentit la progression de la méthylation. Hein? Donc ça, c'est une généticienne qui nous l'a dit, l'activité physique aussi. Donc finalement, on retrouve cette petite diète périodique comme quelque chose de salutaire, aussi bien pour la vidange du compartiment graisseux que pour améliorer l'épigénome, puisqu'on a vu qu'il y avait une atteinte épigénomique, le cancer de la prostate pour les testicules. Cette diète périodique, finalement, est un moyen d'améliorer, de se détoxifier du chlordécone. Quels aliments qu'il faut conseiller? Alors, ça vient des données du plan chlordécone. Il y a des aliments qui ont peu de chlordécone naturellement, parce qu'ils ne gardent pas le chlordécone, les christophines, tomates, aubergines. Quelle que soit la provenance, on peut toujours dire aux gens de consommer. Les poissons qui sont des poissons pélagiques, c'est-à-dire qui évoluent à distance de la côte, à plus d'1 kilomètre de la côte et en hauteur, en profondeur, plutôt vers le haut, vers la surface. Ces poissons-là, ils n'ont pas trop de chlordécone, tandis que tous ceux qui évoluent, les poissons benthiques et des marsales, le fond de la mer, eux, comme le chlordécone est une molécule lourde qui va plus vers le fond de la mer, ces poissons-là sont plus censés contenir du chlordécone. C'est pourquoi la langouste, elle est toujours chlordéconée parce qu'elle. Donc on peut conseiller le thon, la dorade, le maquereau, les sardines, l'espadon. Le lambi n'a jamais de chlordécone, paraît-il, parce que dans son métabolisme, il n'arrive jamais à manger des végétaux, des coraux qui ont du chlordécone. Voilà. Dans les épices, bon, le curcuma, le thon, les oignons pays, voilà, peuvent très bien être contaminés. Les fruits. Alors, les fruits qui pousseraient peut-être n'en ont pas beaucoup, mais ce n'est pas forcément automatique.
puisque la molécule se dépose de plus en plus le long de la sève. Pardon, la sève monte, oui c'est ça, le long de la sève, elle se dépose de plus en plus au niveau du tronc des végétaux. Il faut faire attention quand même à la farine de manioc, si elle est produite dans les zones très contaminées, parce que c'est une racine. Et voilà. Donc, accélérer la détoxification, ce n'est pas la chose miracle, ce n'est pas une pilule qu'on va prendre et puis qui va tout régler. C'est à partir de la toxicocinétique, essayer de contourner donc, avec les séquestrants biliaires, les graisses non assimilables, les antioxydants, et puis surtout l'amaigrissement yo-yo, l'amaigrissement contrôlé. Hein? Alors, devant un patient pour qui on aurait un projet de détoxification, il faudra faire surtout le point pour essayer de voir les origines de sa contamination. Il y a peut-être des gens qui en toute bonne foi consomment les produits de leur terrain sans jamais avoir fait le dosage du terrain. Et c'est peut-être ces sources d'exposition qu'il faut essayer de repérer rapidement. Donner les conseils d'alimentation. Les personnes à qui il faut le proposer en priorité, c'est les personnes en âge de procréer, hommes et femmes, dans la mesure où il y en a un impact sur l'épigénome, sur plusieurs générations. Ça a été de plus en plus prouvé. Les personnes qui ont une pathologie qui peut être liée au chlordécone, la dysthyroïdie, l'obésité, la perturbation des hormones sexuelles, gynécomastie, puberté précoce. Alors, dans un certain nombre de cas, ces pathologies, les pathologies neurologiques sont souvent dose dépendantes, c'est-à-dire un tremblement essentiel, par exemple, ou un Parkinson, la détoxification du chlordécone peut très bien guérir le tremblement essentiel dans la mesure où c'est dose dépendant. Hein? Pour les autres, les signes neurodéveloppementaux, comme ils ont pris racine in utero, ça va être moins évident, mais ça peut être amélioré sensiblement par le fait d'enlever le toxique. Hein? Le cancer de la prostate, on a vu que le cancer de la prostate, quand il y a du chlordécone, le risque de récidive est augmenté et l'aggravation égale, le risque de récidive est augmenté. Donc, on a toujours intérêt, même si le cancer est déjà installé, à détoxifier pour éviter donc les récidives. La puberté précoce, bien sûr, les jeux sont faits, mais enfin, toute l'installation de la puberté dure plusieurs années, et si on peut éviter ce perturbateur endocrinien pendant le déroulement de la puberté, ce n'est pas non plus quelque chose qui peut être inutile. Voilà. Là, c'est pour vous rappeler un petit peu tout ce qu'on a dit, le questron, la cholestéramine, la chlorella, les graisses non absorbées, le régime. Bon. Et puis, on peut donner des fiches de conseils alimentaires, voilà, avec des aliments à consommer. Alors, le suivi des patients, il faut redoser le chlordécone au bout de 6 mois. Comme la demi-vie, c'est de 165 jours, si on a simplement la moitié du taux, c'est que le régime n'a pas été efficace, on doit être inférieur à la moitié du taux. Alors, en cas d'amaigrissement important, le taux de chlordéconémie peut augmenter. Ça, c'est un piège. S'il y a un amaigrissement important, il ne faut pas se fier à ce taux et faire le dosage 12 mois après, hein, parce qu'il y a une vidange du compartiment reçu. Voilà. À vos questions. Vous avez des questions? Vous pouvez écrire dans le chat ou lever la main. Docteur Bérard? Oui, allô? Oui, on vous entend. Oui, merci. Voilà, moi je posais quelques petites questions, à savoir l'utilisation du chlordécone dans la Caraïbe, ça existait en dehors de la Martinique et de la Guadeloupe. Donc si ça existait, je pense qu'on est moins de cancer de la prostate dans la Caraïbe en général que chez nous. Si elle existait, qu'est-ce qui se passe moins que chez nous? Est-ce qu'il y a moins de cancer, il y aurait moins de... Alors, écoutez, de ce que j'ai lu, je ne peux pas vous assurer que j'ai toute la vérité. Il y aurait peut-être que le Porto Rico. Alors, le chlordécone a été fabriqué aux États-Unis. Oui. Entre les années 59 et 76 à peu près, où ça a été arrêté.
Et les États-Unis l'avaient utilisé non pas dans l'agriculture, mais pour les parasites du bois, hein, comme insecticide du bois. Hein. Donc ça n'a pas été utilisé aux États-Unis dans l'agriculture. Mais on dit dans l'historique que ça a été quand même utilisé à Porto Rico dans les bananeries. Parce que les Porto Rico dépendent des États-Unis. Ils ont exporté le chlordécone en Europe, en Allemagne, en Irlande, en France et en Afrique. Je n'ai jamais lu qu'ils ont exporté dans des pays de la Caraïbe. Je n'ai pas trouvé ça dans ce que j'ai lu. Hein? La Dominique, Saint-Lucie, tout ça, je ne pense pas qu'ils aient utilisé. L'Afrique, oui. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire ont utilisé le chlordécone. Alors, votre question, c'est de savoir pourquoi, dans les pays de la Caraïbe, l'incidence est importante. Elle est moins importante que chez nous, mais moi, je pense qu'il n'y a pas que le chlordécone qui donne le cancer de la prostate. Hein? Il n'y a pas que le chlordécone qui donne le cancer de la prostate. D'ailleurs, ce qui a été reconnu comme maladie professionnelle, c'est le cancer lié aux pesticides. Hein? Et vous avez des cancers de la prostate chez les agriculteurs aussi en France hexagonale. Donc la Caraïbe a peut-être aussi des cancers de la prostate liés aux pesticides. Alors, est-ce qu'il y a une origine génétique des afro-descendants? C'est une thèse que j'ai lue, disait que ce n'était pas évident. On n'arrivait pas à prouver l'origine subsaharienne, comment dirais-je, le fait que l'origine subsaharienne favorisait le cancer de la prostate. Ça n'a jamais été vraiment prouvé. Alors maintenant, dans la Caraïbe, comme dans tous les pays tropicaux, il y a un usage de pesticides qui est plus important que dans les pays tempérés. Dans les pays tempérés, vous utilisez les pesticides surtout à certaines périodes, l'été, le printemps. Pendant l'hiver, vous en avez vraiment besoin. Dans les pays tropicaux, l'utilisation, c'est toute l'année. Donc il y a une surutilisation de pesticides dans les pays tropicaux, et parmi tous ces pesticides, le DDT, le lindane, le ACH-bêta, tous ces organochlorés que l'on a fini par supprimer parce qu'ils étaient trop dangereux, ont été largement utilisés dans la Caraïbe. Et donc ça peut expliquer qu'on ait une incidence élevée dans la Caraïbe, plus élevée qu'en France hexagonale, mais moins élevée qu'en Guadeloupe et Martinique. Donc en Guadeloupe et Martinique, on a peut-être ces pesticides plus le chlordécone. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Si, mais c'est vrai que c'est pas simple. Je pense que ce n'est pas forcément l'origine génétique. Il n'y a pas de gène finalement, il n'y a pas de gène de la race noire. Il n'y a pas de gène. Il y a des maladies épigénétiques. La drépanocytose est une maladie épigénétique. Hein? C'est pas un gène, oui, ça c'est devenu un gène, et c'est pas lié à la race noire, c'est lié au fait qu'il y a eu du paludisme dans la région, qu'il y a une modification du génome, et voilà. Mais c'est pas des maladies liées au fait que la personne elle est de race noire. Hein? C'est ni de race subsaharienne. C'est ça, non mais je ne parlais pas du tout de race d'ethnie. Hein. C'est ça. Non, mais c'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé de l'origine subsaharienne qui expliquait la fréquence du cancer de la prostate. J'ai lu deux choses dessus, que finalement, les populations étudiées n'étaient pas suffisamment nombreuses pour qu'on tire des conséquences. Aux États-Unis, ils avaient essayé de faire le lien, mais la population noire qu'ils avaient, le nombre de personnes noires qu'ils avaient par rapport au nombre de personnes blanches n'était pas suffisant pour que ce soit significatif. Et puis il y a eu cette thèse, il faudrait que je la retrouve, il y a eu cette thèse justement qui est récente, celle de 2020 à peu près, qui a essayé de voir d'où venait donc justement cette notion de population sensible subsaharienne, et qui disait qu'en fin de compte, statistiquement, ça ne pouvait pas être prouvé. Je pense plutôt qu'il y a dans certains pays subsahariens une utilisation plus massive de pesticides. Mais quand même, quand on regarde les courbes d'incidence du cancer de la prostate, on se rend compte que la Caraïbe en général se retrouve entre l'Hexagone et la Martinique, mais avec un taux dans la Caraïbe qui est de 90% 80% pour la Martinique et la Guadeloupe. Parce qu'on a Martinique et Guadeloupe, ce sont les deux
où le chlordécone a été utilisé. J'avais commencé l'historique en disant qu'il y avait eu la production aux États-Unis, qui a été arrêtée en 1976, qui a été refaite en France par le Dupont de Nemours à partir de 81. Et à partir de 81, les livraisons, c'était uniquement Guadeloupe, Martinique, Sénégal, Cameroun. Donc la Caraïbe non française n'a pas eu de chlordécone. Il y a peut-être eu des petits sachets de chlordécone, des kilos de chlordécone partis de Martinique, de la Dominique, mais ça n'a pas été un usage massif. Je ne sais pas si vous parlez des produits importés. Parce que les gens se disent, les produits importés de la Caraïbe peuvent avoir du chlordécone alors que nous faisons le contrôle chez nous. Je pense qu'ils ont autre chose, ils ont d'autres pesticides, mais peut-être pas tellement de chlordécone. D'accord. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, donc j'ai plusieurs questions. Alors, quand on demande un dosage de chlordécone, le résultat arrive avec une feuille sur laquelle mentionner un numéro de téléphone. Quand cette personne téléphone, elle a affaire à un nutritionniste, à un médecin. Je voulais savoir quel était ce numéro. Et concernant les aliments, les produits qu'on pourrait utiliser pour la détoxification, l'huile Lolestra, c'est une huile qui se vend dans le commerce ou dans les produits, dans les produits diététiques. Dans les magasins diététiques. D'accord. Et le mode de cuisson pour l'ébullition, ça concerne uniquement le poisson ou bien ça peut être aussi les autres légumes? Ça a été testé pour le poisson, mais je pense que c'est la libération des toxines en général. Ça a été testé pour le poisson. D'accord. Okay, alors, merci. Le numéro de téléphone, je pense que c'est l'ARS qui vous dirige vers une diététicienne. Ah. Mais bon, écoutez, je ne vais pas revenir dessus, parce que la diététicienne, l'objectif, c'est de réduire l'intoxication. Mais quand on a réduit, on a simplement différé les problèmes d'une année ou deux. Puisque de toute manière, on a vu que c'est cumulatif. Quand vous passez de 1 à 0,8, bon, la courbe, elle va être simplement un petit peu plus basse et plus longue, mais il y a toujours une courbe d'accumulation quand même. Ça réduire la consommation, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Étant donné que c'est quelque chose qui s'élimine lentement, qui se cumule, ça n'a pas un intérêt médical, en tout cas, de réduire l'intoxication. Ou bien on arrête, comme la cigarette, c'est exactement comme la cigarette, vous voulez protéger votre cœur et vos poumons, vous arrêtez, vous ne pouvez pas dire aux gens, prenez 2 fois par semaine une cigarette et puis le reste du temps pas. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est le sevrage total, et je pense que si toute la population se mettait dans une dynamique de sevrage total, dans les 10 ans à venir, on réglerait beaucoup de problèmes. D'accord. Le problème, c'est de trouver les produits certifiés labellisés zéro chlordécone. C'est ça la grosse difficulté. Oui, c'est ça. Et donc, ça veut dire que dès qu'on a un résultat avec un 0, quelque chose et on s'est précisé que c'est un risque faible, la personne doit essayer de rechercher quand même ses sources de contamination. Il n'y a pas de risque faible. Il n'y a pas de risque faible pour un perturbateur endocrinien. C'est-à-dire voilà, la petite dose. Je viens de comprendre. Et voilà. Il n'y a pas de risque faible. La petite dose pendant une grossesse, c'est un risque majeur épigénétique. Ouais. C'est un risque majeur. Au niveau neurologique, c'est dose dépendante. C'est-à-dire que les tremblements, le Parkinson sont d'autant plus importants que le taux est important. Donc effectivement, la dose est importante pour une manifestation neurologique, des troubles de mémoire, des troubles visuels, etc. Mais pour les troubles endocriniens, la petite dose, on a vu qu'elle est aussi dangereuse que la forte dose. Pour la thyroïde, la petite dose est dangereuse quand même. Oui, c'est ça. D'accord. Donc, quel que soit le taux, il faut dire aux gens, essayez, on fait l'enquête et puis vous essayez, avec les quelques renseignements que nous avons, de retrouver l'origine. L'origine de contamination, il faut regarder le poisson souvent. Le poisson, les œufs.
les cucurbitacées comme le giromon, la pastèque, les concombres. Souvent, avec ces choses-là, on arrive à retrouver l'origine de la contamination. Pastèque, concombre, giromon, les courgettes, ce sont eux qui conservent le plus souvent les œufs fermiers. Hein, les œufs. Alors, les œufs que nous avons en Martinique, qui sont vendus en gros, ce sont des œufs en batterie. C'est des poules qui sont élevées en batterie. Ils sont élevés sur du ciment, donc ils ne sont pas contaminés. Pratiquement 95% des œufs et des poulets ne sont pas contaminés, mais ce sont les poulets fermiers, les gens qui élèvent les œufs chez des poules sur leur terrain, en toute bonne foi, sans savoir que le terrain est contaminé, parce que la disponibilité du chlordécone dans la terre, elle est totale. En picorant, elle picore de la terre et ce chlordécone est disponible directement. Et les œufs sont très contaminés, ils sont à la chaîne, ils sont au bout de la chaîne de contamination. Donc les œufs font partie, le jaune d'œuf fait partie des aliments les plus contaminés. Donc il faut déjà regarder, si cette personne s'alimente d'un terrain familial qu'elle a, qu'elle fasse un dosage à la fréquence, c'est gratuit, elle fait faire le dosage, et si son terrain est contaminé, malheureusement il faut qu'elle arrive à changer de pratique. Dans quel organisme qui fait le contrôle? FREDON, F-R-E-D-O-N. Ils viennent, ils font un carottage de la terre et le dosage est gratuit. D'accord, entendu. Merci. Il y a une autre question. Oui, je voudrais, par rapport à ce que vous dites là, dans les jardins familiaux ou des petits jardins d'exploitation agricole, s'ils ont fait le test, ce qui est quand même souvent le cas, et si c'est positif, malheureusement, est-ce qu'ils vont l'afficher en disant mon terrain est contaminé? Oui, ils ont un terrain contaminé, probablement. Oui, parce qu'il est contaminé, ils ne vont pas détruire sur les toits. Ah non. Non, mais de toute façon, vous savez, je ne sais pas, quelqu'un qui est en bonne santé, qui n'a pas beaucoup de moyens, il va manger ses produits contaminés. Simplement, il faut savoir qu'il vaut mieux qu'il évite d'avoir des enfants. Mmh. C'est ça, il vaut mieux qu'il évite d'avoir des enfants parce que c'est hommes et femmes, hein, l'épigénome. L'épigénome, c'est hommes et femmes. Hein, donc, il vaut mieux qu'il évite d'avoir des enfants et puis il vit sa vie tranquillement et puis tant pis pour son jardin contaminé. Oui, mais c'est la philosophie de beaucoup de personnes. Simplement, il faut quand même savoir que ce n'est pas la peine de faire des enfants. Bien sûr. Une question pratique. On recommande donc de d'éplucher les bananes, de faire cuire les bananes avec la peau même bouillie. Mais par exemple, le concombre, la pastèque, le giromon, si c'est bien épluché, est-ce qu'on a aucun risque que si ce n'est pas épluché? C'est un gradient, ce n'est pas le risque zéro. C'est-à-dire que quand on regarde le chlordécone de la terre aux fruits, il passe par les racines, il passe par le contact direct de la terre aux produits, aux patates douces et autres, et puis par la sève. Donc finalement, comme c'est une molécule lourde, elle se dépose au fur et à mesure de la circulation de la sève. Plus le produit est proche de la terre, plus il est contaminé. Mais quand il est très loin, un produit aérien même 2, 3, 4 mètres, sur un terrain très contaminé, comme c'est un gradient, il peut être contaminé. Une mangue sur un terrain très contaminé peut être contaminée. Parce que ça se dépose au fur et à mesure, mais il peut très bien y avoir du chlordécone à 3 mètres de haut. Hein? Alors, il y a un gradient par rapport aux fruits, par rapport à la hauteur, mais il y a un gradient également entre la peau et la pulpe. C'est-à-dire que le produit se développe davantage dans la peau, surtout si c'est un produit qui pousse auprès de comme le giromon et la pastèque. Il y aura davantage dans la peau que dans la pulpe, mais ce n'est pas zéro. On ne peut pas dire que ça ne passe pas dans la pulpe du tout, même la banane. La banane, la peau est plus contaminée que la pulpe, et si votre terrain est très très contaminé, la pulpe aussi sera contaminée. C'est un gradient. Alors le gradient peut aller par exemple de 1 à 4 quand c'est la patate douce, de 1 à 16 quand c'est l'igname, par exemple la peau de l'igname étant épaisse, la peau du chouchine étant épaisse, vous avez 16 fois plus de chlordécone dans la peau que dans la pulpe, mais c'est pas zéro. C'est pas zéro. C'est-à-dire que l'objectif de l'ARS, c'est la réduction, mais c'est pas la contamination zéro.
Et c'est pour ça qu'elle demande d'éplucher, Ouais, qu'elle demande voilà. de bien faire bouillir. C'est pas zéro, c'est la réduction. Et ça, on a vu que la réduction, finalement, c'est un leurre en fin de compte. Parce que vous passez de 10 de chlordéconémie à 1, avec Oui, une ah ouais, grossesse, ouais. le 1 est dangereux. Le 1 est dangereux pour la thyroïde, le 1 est dangereux pour la grossesse. Mais le Le souci, 10, c'est ça va pas que beaucoup. Le 10, c'est bien pour les tremblements, le Parkinson. Pour certaines pathologies, c'est dose dépendant. Les pathologies neurologiques, les pathologies sous le froid, c'est dose dépendant. La toxicité hépatique, mais tout ce qui est endocrinien, tout ce qui est hormonal, la puberté précoce, la thyroïde, etc., c'est pas dose dépendant. donc ça pose quand même problème pratiquement. Moi qui travaille dans le Nord-Atlantique, la majorité des terrains, d'après ce que j'ai pu savoir, Ah, le Nord-Atlantique, c'est dramatique. Hein? ah oui, donc Le Nord-Atlantique, c'est Non. dramatique. aucune racine, aucun fruit venant du Nord-Atlantique. Ah non, mais vous avez raison, mais il faut savoir si ça vient du Nord-Atlantique ou pas, parce que vous allez au marché de Rivière-Pilote, vous avez les chouchous de Morne-Rouge. Vous avez des gens, mais oui. Vous avez, j'avais entendu dire qu'il y avait quelqu'un qui avait acheté un terrain contaminé au Morne-Rouge, qu'il a fait ses concombres, il vendait ça à Rivière-Pilote. Il allait sur le marché de Rivière-Pilote les vendre. Et s'il y avait des choses contaminées, c'est bien ces concombres du Morne-Rouge. Donc, Ouais. il faut vraiment, il faut connaître des agriculteurs de confiance et puis voilà, aller acheter chez eux. Mais c'est vrai que le Nord-Atlantique, c'est problématique. Hein. Et d'ailleurs, il y a une surreprésentation d'enfants handicapés au Nord-Atlantique. Ouais. Il y a beaucoup de. Il y a un CESAD, il y a un CESAD CME à Sainte-Marie. Ah oui. Ouais. IME, pas CME, IME. Il y a vraiment une surincidence d'enfants handicapés. Sainte-Marie, Lorrain, Basse-Pointe, il y en a beaucoup. Donc je vais devoir refuser les cadeaux que me font les patients quand ils m'amènent des fruits et Ah, légumes. si vous apportez des légumes de chez eux là, je pense que vous avez un beau sourire, mais ne pas les manger. Sauf si vous dites que je ne fais pas d'enfants, je n'ai pas de problème, je ne m'embête pas. Parce que c'est vrai que, bon, Ouais, ça y à est, part les périodes sensibles, à part les périodes sensibles, voilà, c'est le reste, c'est une question d'accumulation mais vaut mieux ne pas prendre le risque quand même. Hein? Vaut Bien mieux sûr. ne pas prendre le risque. D'accord. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Docteur Laetitia. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, un peu. Oui. Là, En c'est fait, mieux. là, ce que j'entends, c'est que le risque zéro n'existe pas, mais il est surtout important chez les enfants et à des périodes particulières. Est-ce qu'il ne serait pas important, on a quand même un taux d'obésité dans le Nord-Atlantique qui est assez important chez les enfants, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de faire systématiquement, bon, c'est un peu excessif, mais systématiquement le dosage du chlordécone chez les enfants, justement en prévision de la transmission en fait à des générations futures, pour les détoxifier suffisamment tôt, notamment quand ils sont en prise en charge en fait dans le cadre de l'obésité, pour éviter justement en fait le relargage et éviter aussi la contamination, enfin la transmission à la descendance. Oui, moi je pense qu'effectivement on a peu travaillé chez les enfants à part les troubles neurodéveloppementaux. Alors la cohorte Timoun de Guadeloupe a beaucoup étudié les troubles neurodéveloppementaux chez les enfants qui ont été contaminés in utero. Mais on a découvert également dans cette même cohorte Timoun qu'il y avait un lien entre chlordécone maternel in utero et obésité de l'enfant. C'est-à-dire que la mère qui est contaminée pendant la grossesse donne naissance à un enfant avec un stock de cellules graisseuses plus important, une hyperplasie des cellules graisseuses qui ne demande que rien, que très peu de choses pour devenir obésité, c'est-à-dire hypertrophie. Et donc il y avait un lien effectivement entre chlordécone in utero et obésité. Donc ces enfants que vous avez qui sont obèses, il faut penser qu'ils ont été probablement contaminés, non pas après la naissance, mais in utero ou les premières années de la vie. Hein, ou les premières années de la vie.
il faut les décontaminer de toute façon. Si le taux est positif, simplement ce qu'on ne sait pas trop, si l'enfant, par exemple, a 5-6 ans, est-ce que c'est la contamination maternelle qu'il n'a pas éliminée, parce qu'on ne sait pas la toxicocinétique chez les enfants. Hein. On ne sait pas si c'est, on a vu chez les adultes c'est 5 ans, mais il est possible que l'enfant n'ait pas les chlordécone réductase, qu'il n'ait pas tous ces enzymes, et que ça prenne un petit peu plus de temps pour les désintoxiquer. Donc il est possible que ce taux de chlordécone qu'il a, il l'a depuis le début de la grossesse et qu'il l'a gardé encore à l'âge de 7 ans. Mais n'empêche qu'il faut essayer de lui booster un petit peu son élimination. De toute manière, ça ne peut qu'aider la solution du problème d'obésité, puisque dans l'obésité, vous avez donc l'hypertrophie et l'hyperplasie, et que enlever du toxique, c'est réduire le risque d'hyperplasie qui va aussi se produire au moment de la puberté. Hein. Donc il faut effectivement les décontaminer et puis instaurer le régime, mais c'est compliqué. Si le point de départ est in utero, la solution est beaucoup plus délicate que s'il s'agit d'une obésité qui a commencé par exemple à 8-10 ans. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. La prise en charge sera la même, simplement la réflexion sur l'étiologie qui est importante à faire pour ne pas avoir des désillusions, parce que si l'hypertrophie date de la grossesse, comme ça peut être le cas, on aura beaucoup plus de mal à la rendre réversible que si l'hypertrophie date d'après la naissance. Si c'est une obésité dont l'origine vient de 6-7 ans, il y aura beaucoup plus de possibilités qu'elle soit réversible que si c'est une contamination in utero. Alors, oui, donc ça j'entends bien, mais d'une manière ou d'une autre, dans la mesure où il y a une action sur l'hormone thyroïdienne et que l'hypothyroïdie s'accompagne d'obésité, on a toujours intérêt à désintoxiquer. On a toujours intérêt à désintoxiquer pour éviter aussi reculer une puberté précoce éventuelle aussi, parce qu'on sait aussi qu'il y a un lien entre chlordécone in utero et puberté précoce. Si on peut reculer l'échéance d'une puberté précoce, reculer l'échéance d'une hypothyroïdie, on va sensiblement améliorer ses enfants. Ok, donc oui, donc en fait, ma question aussi, c'était surtout, est-ce qu'il serait bien, c'est pas indispensable, mais bien de faire justement le dosage systématique du chlordécone avant la puberté? Est-ce qu'il faut le faire avant la puberté? Le dosage systématique chez l'enfant obèse. Oui, chez l'enfant obèse, moi je pense qu'il faut le faire systématiquement chez l'enfant qui a des troubles neurodéveloppementaux et chez l'enfant obèse. Chez l'enfant qui a des troubles neurodéveloppementaux, on sait qu'au niveau neurologique, c'est dose dépendant, c'est-à-dire que plus vous évacuez plus vous avez des chances d'améliorer l'état neurologique. Et au niveau de l'obésité, c'est moins évident, mais ça ne peut qu'améliorer les choses parce que le chlordécone favorise l'hyperplasie et l'hypertrophie. D'accord. Il faut le faire. Moi, je pense qu'il faut le généraliser chez la plupart des gens, tous ceux qui ont envie de connaître leur statut, leur état de santé, le faire comme on fait les bilans systématiques. Hein. Mais chez l'enfant obèse, pensez à la thyroïde aussi, chez l'enfant obèse, à équilibrer la thyroïde. Oui, c'est ce que je fais aussi. Et concernant le castran, on peut le donner chez l'enfant? Alors, je n'ai rien trouvé sur le castran chez l'enfant. D'accord. Je n'ai rien trouvé comme données, ce n'est pas contre-indiqué, mais je n'ai pas trouvé de données. Moi, ce que je pense, c'est qu'il aurait fallu, comme on a beaucoup d'enfants en obésité importante, hein, pas seulement en surpoids, qu'un service de pédiatrie se mette à le faire. Ce serait bien d'avoir un service de pédiatrie qui décide de suivre, parce que ce qu'il faut, c'est suivre le suivi, en fait. Ce qu'il faut, c'est le suivi des hormones liposolubles, hein. C'est surtout ça. Donc, ça aurait été intéressant de voir peut-être avec les pédiatres s'ils accepteraient de faire des... Il y a, à l'hôpital de Trinité, si vous êtes au nord Atlantique, l'hôpital de Trinité, vous avez une consultation de médecine environnementale et de pédiatrie environnementale. Ça peut être intéressant de démarrer quelque chose avec eux. Ok, parce que c'est vrai que le dosage des vitamines, notamment la vitamine A, les zinc et autres... Chez les enfants, le dosage des vitamines, c'est difficile chez les enfants. Surtout, c'est que c'est pas remboursé. C'est pas remboursé.
C'est pas remboursé, on n'a peut-être pas les normes chez l'enfant aussi. On a les normes adultes. Ok. Ok, merci. Merci. Je sais pas comment je fais pour répondre. Comment je fais? Plus de questions? Vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Voilà, allez-y. Docteur Béard. On Allez-y. n'entend pas. Le micro. Micro. Voilà. Voilà. Je me posais la question justement de l'étude qui a été faite sur les enfants en Guadeloupe. Est-ce qu'il n'y a pas des biais importants, à savoir la majorité quand même des gens qui sont exposés sont des gens qui sont, il me semble, de catégorie socio-professionnelle basse, entre guillemets, enfin, c'est une caricature. Est-ce que là aussi, il n'y a pas un déficit d'éducation au sens que on laisse les enfants avec des écrans, on leur donne à manger des choses sucrées qui coûtent moins cher parce que McDo ou McDonald's c'est moins cher. Est-ce que tout ça, ça ne joue pas pour avoir des troubles du développement de l'enfant? Et Vous parlez de l'obésité? parce que c'est l'obésité familiale. Oui. Vous voyez, c'est Oui, pas de toute uniquement, façon. d'après moi, uniquement le chlordécone, même si ça Ah non. Non, mais c'est sûr que l'obésité, c'est une préoccupation des enfants devant les écrans. Hein. Ça, la société de pédiatrie américaine avait attiré déjà l'attention en disant on s'oriente vers une épidémie d'obésité chez les enfants parce qu'ils sont devant les écrans, ils ne jouent pas. Ils ne courent pas, ils ne jouent pas, ils ne sont pas. Ça, c'est sûr que c'est un facteur aggravant. C'est un facteur aggravant. C'est-à-dire que la faiblesse de l'étude de Guadeloupe, c'est qu'on a une cohorte de à peu près 100 enfants, 150 enfants. C'est-à-dire au départ, ils avaient 150 femmes enceintes. Bon, il y a eu beaucoup de déperditions en cours de route et c'est cette même cohorte qu'ils ont depuis 2003-2004 qu'ils suivent là maintenant jusqu'à l'âge adulte. Et on n'a pas la possibilité de faire d'autres études. Le chlordécone étant interdit, il n'est plus commercialisé, on ne peut plus se permettre de faire des études ni chez l'animal ni chez l'homme. Donc on est obligé de tirer le maximum de ce qu'on peut tirer de ces quelques cohortes, et c'est toujours c'est faible, hein, de toute façon, de toute manière. Ça a la valeur que ça a, simplement c'est indicatif, et puis on se dit principe de précaution, essayons d'éradiquer ce toxique. Mais on ne peut pas dire absolument que le chlordécone est responsable de l'obésité. C'est plurifactoriel. Alors, tout à fait, plurifactoriel. C'est plurifactoriel, oui. Okay. Mais si c'est plurifactoriel et qu'on enlève un facteur, le risque diminue. Si vous évitez que les enfants soient devant les écrans, vous les envoyez au football ou à la gymnastique, et que vous essayez de manger des produits sans chlordécone, ça fait déjà 2 facteurs qu'on a enlevés. Et puis vous avez, pour l'obésité, vous avez le biphénol. Hein. Plus que le chlordécone, le biphénol 1 est beaucoup plus responsable d'obésité. Les plastiques sont beaucoup plus responsables d'obésité que les pesticides. Hein. Ok, merci. C'est pas manipuler. Voilà. On peut... Plus de questions? Je ne sais pas comment je fais, Sandrine. Mais ça fait rien, on va aller Comment je demande plus de questions? Il n'y a plus de coup, tu penses? Il n'y a plus de questions. Vous avez des questions? Plus de questions? Il n'y a pas de cocktail? Il n'y a pas de cocktail? Cocktail. Après la conférence, on dit un cocktail. Nous sommes pas deux, mais on peut quand même envoyer les... Merci. Mais n'empêche que c'est vrai qu'en visio, on a perdu beaucoup en humanité. Hein, à faire des formations en visio. C'était beaucoup plus sympathique les formations présentielles. Oui. Rien à voir. Rien à voir. C'est comme les consultations. Ah oui. On y est. On y va. Le process et puis. Hein?
Je pense que... Donc vous allez recevoir un poste. Ah, il y a une question. Docteur, là, j'ai ton micro. Oui, oui. L'enregistrement? Est-ce qu'on pourra avoir le... Oui, que ce soit en ligne, je vais dire. Oui, seulement les diapos si vous voulez également. Et peut-être aussi que je peux vous retrouver toute la série d'études là dont je vous ai parlé, parce que c'est intéressant de lire, effectivement. C'est une molécule qui est très connue, le chlordécone, contrairement à ce qu'on peut penser. Et moi, plus j'en lis, plus je découvre des choses. Je disais encore avant de venir que sur l'épigénétique, j'ai trouvé qu'il y a beaucoup d'études. Enfin, il y a une étude qui a été faite très approfondie en Guadeloupe sur la transmission épigénétique du chlordécone. Et c'est vrai qu'on n'est pas informé. On n'est pas informé, mais on en sait beaucoup. On en sait beaucoup, et plus on en sait, plus moi je suis effarée, parce que je suis effarée pour l'avenir du pays, parce que je me dis l'épigénétique, ça vous détruit la descendance, ça vous détruit la descendance, les générations à venir, elles vont naître avec des prédispositions au cancer de la prostate, elles vont naître avec une prédisposition à l'obésité, une prédisposition à beaucoup de choses. C'est vraiment un héritage qu'on leur laisse qui est désastreux finalement. Un exemplaire du poste. Il y a beaucoup plus d'études en Guadeloupe qu'en Martinique, alors. Mais c'est-à-dire que l'INSERM est en Guadeloupe. La cellule INSERM de Rennes, qui a commencé les études carie-prostatéote, elle est basée en Guadeloupe. On n'a pas de recherche ici. Hein. On n'a pas de service de recherche ici, INSERM. Donc finalement, pour les études, il faut le financement, il faut qu'on ait des chercheurs qui soient agréés. Donc voilà. D'accord. Entendu. Mais rien ne nous empêche de faire nos petites études aussi, qui ne vont pas être publiées dans les revues à comité de lecture, mais qui pourront avoir aussi beaucoup de valeur. Hein. On peut très bien faire nous démarrer. Moi, j'avais demandé un observatoire du chlordécone, c'est-à-dire qu'il y ait un espace, que ce soit l'observatoire de la santé, où toute personne qui considère un lien entre une pathologie et le chlordécone puisse le signaler. Puis dans 5-10 ans, on arriverait à se dire effectivement l'obésité il y a ça, effectivement telle pathologie il y a. C'est une proposition que j'avais faite au plan chlordécone, mais ça n'a pas été retenu. Mais je crois que c'est quelque chose qu'on peut. C'est pas inutile de le démarrer. Parce que souvent, les gens mettent beaucoup de choses sur le compte du chlordécone qui n'ont pas de lien avec. De lien. Oui. Et est-ce que tous les dosages que les médecins, les professionnels de santé demandent, tous les résultats sont centralisés? Ça permet d'avoir un état de la population à un instant T sur ce dosage? C'est le premier, une des diapos que je vous ai montré, le bilan des dosages de 2020 et 2021. Tout à l'heure, quand j'avais montré là, le bilan qui montrait qu'il y avait 67% des gens. Donc c'est centralisé par l'ARS. Tous ils sont dosés à Limoges. Ils sont dosés à Limoges et RSA. Voilà, celui-là. Les résultats de 2020-2021, comme tout est dosé à Limoges, Limoges, il y a les deux grands laboratoires Biolab et Biosanté, on voit tout à Limoges. Donc là, Limoges donne les résultats, distribution des résultats de chlordéconémie décembre 2020 à novembre 2021. Donc là, on a vu qu'il y a eu nombre de résultats, 1364 personnes qui ont demandé pendant cette année-là. Au total, je crois que depuis qu'on fait les dosages, on est à peu près à 5000 personnes qui ont fait les dosages en Martinique. On a détecté, alors au niveau d'un niveau de détection de 0,05, 67% de positif. Et le maximum, c'était 68. La moyenne, 0,55. Et 5 000 personnes sur 340 000 habitants, c'est quand même pas beaucoup. Ah mais non, c'est pas, les gens ne courent pas après le dosage. Hein. Ah, si les médecins ne proposent pas, bien souvent. Oui, les gens ne courent pas après. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie de savoir. Oui. Dans le Nord-Atlantique, c'est pas pareil.
C'est-à-dire qu'on a fait une campagne chez les ouvriers agricoles du Nord-Atlantique pour leur demander d'aller faire, mais ils ne se précipitent pas non plus pour le faire. C'est surtout que finalement, qu'est-ce qu'on avait à proposer, c'est ça? Si on pourrait leur dire, vous prenez une pilule pendant un mois et puis c'est fini, avec le chlordécone est terminé. Mais là, pour l'instant, même ça, c'est un petit peu, c'est la galère, hein. C'est la galère parce que les compléments alimentaires coûtent cher, ne sont pas remboursés. Les produits dont je vous ai parlé, tout le monde fait ses courses avec l'inflation, il faut avoir le budget. Oui. Il faut avoir le budget et quand on a une terre sur laquelle on peut produire quelque chose, il faut être sûr qu'elle n'est pas contaminée elle-même et on peut avoir de mauvaises surprises. Donc c'est vrai que se désintoxiquer, c'est vraiment un parcours du combattant. Mais il faut le faire. Il faut le faire parce que je pense qu'on est en train d'hypothéquer l'avenir de soi, de sa famille et de la Martinique, si on ne le fait pas. Parmi ces taux, on n'a pas fait de distinction adulte-enfant. La plupart du temps, c'est des adultes. Alors, maintenant, dans les jardins familiaux, parce qu'il y a le programme JAFA, tous ceux qui ont un jardin, c'est-à-dire tous ceux qui vendent des produits sur les bords de la route, c'est un petit peu ça. Il y a les exploitants agricoles réguliers qui font partie de grands groupements. Donc ceux-là, ils ont le suivi professionnel. Et puis vous avez ceux qui ont un petit jardin, qui vendent à la sauvette un petit peu sur les petits marchés ou au bord de route. C'est ce qu'on appelle les jardins familiaux, qui théoriquement servent à la famille, mais qui quelquefois font partie des circuits courts. Et alors, l'idée, c'était, dans le cadre du plan chlordécone, de faire des prélèvements aussi aux enfants. Quand le jardin est contaminé, faire des prélèvements aux enfants. Et c'est vrai que les décisions sont longues et lentes, et la mise en œuvre de consultations, de circuits, on se rend compte que c'est effectivement très laborieux. Très laborieux. C'est un problème qu'on a identifié déjà depuis 20 ans, depuis les années 2000, les problèmes sanitaires liés au chlordécone. Et là, on n'a pas avancé beaucoup. Il y a une consultation à la Ménard avec le professeur Rizière pour les ouvriers agricoles, pour ceux qui ont été importants. Mais c'est tout, hein. Il n'y a pas grand-chose. Pour la population, il n'y a pas grand-chose. Pour la population, il n'y a pas grand-chose. Donc vous allez nous envoyer les diapos. Oui, on va vous les envoyer, voilà. Et puis j'avais essayé de repérer 2 ou 3 études. Toutes les études de Timoun, je crois que c'est intéressant de les lire. Oui. Sur le développement neurologique, sur la thyroïde, sur l'obésité, sur la puberté précoce. Ça se lit bien, c'est pas compliqué à comprendre. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais je pense que c'est important, quand il y a une puberté précoce aussi, de penser à l'intoxication aux pesticides en général. D'accord, merci bien. Mais on va vous remercier de ces échanges qui ont été très intéressants, fructueux. On n'était pas très nombreux, mais j'ai trouvé que c'était très intéressant. Docteur Jospella, je la remercie de toutes ces informations. Et en plus, elle va nous en donner encore. Et ça nous donne envie peut-être de, nous, médecins généralistes, de faire des choses pour que on évite quand même de mettre en péril notre beau pays et notre belle population. Merci beaucoup, merci Josiane. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. On s'est engagé dans cette lutte et il faut aller jusqu'au bout. Bonne soirée, bonne fin de soirée. Bonne soirée. Et pour l'apéro, ça sera un autre jour, hein, docteur Bérard. On va lui envoyer des petites bulles vocales sans chlordécone. Exactement. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Faut que tu signes. Il faut que je signe aussi. Voilà.